Faut-il investir dans les large caps US et plus spécifiquement les 7 magnifiques? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce top 10. Donc, on est sur le site qui me permet de récupérer les top market cap. Vous les connaissez: Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Broadcom, Berkshire Hathaway, Tesla et Walmart. Je vous ai préparé une watchlist comme d'habitude. On est sur le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, les multiples de valorisation par rapport au bilan, les rentabilités, rarement les capitaux investis, rarement les fonds propres. Mais honnêtement, en termes de dette nette sur EBITDA, il y a vraiment du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire, c'est des rachats d'actions ou une dilution, ou en tout cas des nouvelles actions qui sont mises en circulation ou retirées de la circulation. Free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio, la proportion de bénéfices versés en dividendes. Première entreprise de la liste, mondialement connue, Microsoft évidemment, le géant mondial du logiciel. On est sur 3,5 trilliards de market cap, 14,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé de 5 ans. C'est quand même impressionnant, hein, une boîte aussi mature qui aligne autant de croissance. Bien sûr, c'est de la croissance externe, mais il y a toujours la croissance organique sur le dossier. Alors, les multiples, on est cher, hein, bien sûr, 23 en VE sur EBITDA, 36 en ratio co-bénéfice et 50 en ratio co-free cash flow. Pour une boîte qui est assez mature, finalement, pas tant que ça, mais bon, on s'attendrait à ce que les free cash flow soient plus élevés que les bénéfices nets, mais c'est pas le cas. Donc, il y a de la dépense en capital, toujours. Il faut voir pourquoi. Si, on peut savoir pourquoi, hein. Ce sont les data centers, évidemment, et puis aussi la dépense pour les GPU, etc., pour aller alimenter ces data centers. Donc, ça va rester élevé, en fait, cette dépense en capital, pour alimenter la croissance organique de l'activité cloud, notamment. Bon, Microsoft, c'est cher, hein. Après, c'est très qualitatif, 24% en rendement des capitaux investis. Il n'y a quasiment pas de dette, 0,2 fois les EBITDA en dette nette, donc pas de problème. Un petit dividende avec un payout ratio de 24%, même si les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, on va être à 30-35%. Bon, c'est pas très cher payé encore, mais ça a la capacité de monter, hein, ce dividende, sans problème. Pour Microsoft, il n'y a pas de problème, c'est la qualité, il y a la croissance. Vous pouvez aller dessus, mais vu le niveau des multiples, il faut y rester minimum 5 ans, quoi, hein, parce que s'il y a une publication qui se passe mal, le multiple va se dégonfler très rapidement. Donc, plutôt pour le très long terme ou plutôt à l'écart, Microsoft. Ensuite, Nvidia, 3,4 trillions de dollars de market cap, 64% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Eh bien, les multiples ne sont pas si élevés que ça, en fait, par rapport à cette croissance. Et que la croissance est hyper élevée. Donc, en fait, le multiple 12 mois, il est même à la moitié de ce qui est affiché ici. Ce qui est correct, hein, 22 en multiple de bénéfices pour les 12 prochains mois. Je ne pense pas que ça soit très cher pour Nvidia. Donc, il y a de la croissance en face, hein. Bien sûr, ça va être volatile, mais on a vraiment des capitaux investis à 81%, c'est excellent. Cash net sur Nvidia, donc rien à dire, le bilan est impeccable. Un dividende symbolique, des rachats d'actions. Bon, ces rachats d'actions, ils se font à un cours qui est quand même un peu cher, hein, donc je ne suis pas sûr que ce soit pertinent d'avoir des rachats d'actions à ce niveau-là, mais c'est peut-être des rachats d'actions pour les actions gratuites, hein. Donc, c'est peut-être pas pour annuler les actions. Et donc, si c'est pour actions gratuites à donner aux salariés et au management, on achètera des actions à n'importe quel prix. Bon, Nvidia, c'est de l'hyper-croissance. Donc, si vous allez là-dessus, ça peut bouger très rapidement suite à une mauvaise publication, hein. Donc, attention, là aussi, c'est plutôt pour du long terme, hein. Mais comme il y a énormément de croissance, finalement, ça peut quand même bien se passer. Ensuite, Apple, 3 trillions de dollars de market cap. Bon, Apple, c'est le gros de la croissance est derrière nous, hein. Il n'y a plus de croissance sur Apple, c'est un problème. 8,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça ralentit même sur les dernières années. Les multiples restent élevés, hein, 19 en VE sur EBITDA, 32 en ratio co-bénéfice et 31 en ratio co-free cash flow. Moi, je trouve que c'est un peu cher payé vu qu'il n'y a plus de croissance. Bien sûr, la rentabilité est énorme, hein. Vous regardez rarement les fonds propres, il a plus de 100%. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient des rachats d'actions colossaux de l'entreprise, mais vraiment massifs. En fait, l'entreprise a trop de cash, donc elle ne sait pas quoi en faire. Plutôt que de verser tout ça en dividende, elle va faire des rachats d'actions. Bon, forcément, ça diminue le capital, donc ça fait que le rendement des fonds propres, lui, il est énorme, hein, puisque d'année en année, on diminue le capital et on continue à augmenter un petit peu les bénéfices. Donc, bon, il ne faut pas se laisser avoir par cet artifice, on va dire. On est évidemment cash net sur Apple, hein.
puisque sinon elle ne ferait pas autant de rachat d'actions. 0,5% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel, mais à mon avis, ça tient surtout à la cherté de l'action. Et donc 4% de rendement de l'actionnaire, tout ça est soutenable. On a largement les free cash flow pour faire ça. Donc bon, Apple, plutôt à l'écart, hein, plutôt à l'écart quand même. C'est trop cher payé pour le peu de croissance qu'il y a en face. Ensuite, on est sur Amazon, 2,2 trillions de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est pas mal, une croissance soutenue. 16,2 en VE sur EBITDA, 34 en ratio court-bénéfice. Et le problème d'Amazon, c'est qu'il n'y a pas de free cash flow. Donc ça passe énorme dépenses en capital. Hein. Eux, ils sont vraiment consommateurs de cash flow. Si on regarde le type de PE, il est quand même un peu élevé pour la croissance. Bon, à 34. Pour la croissance qu'il y a en face, ça va en fait. En réalité, ça va. C'est pas si cher payé que ça. Bon, il y a quelques mois, vous auriez pu l'avoir à moins cher que ça. Là, maintenant, c'est un peu passé. On est à 13,3 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct pour une société qui est assez intensive en capital, avec tout ce qui est AWS par exemple. 0,4 fois les l'EBITDA en dette nette, donc quasiment pas de dette. Il n'y a pas de dividende de versé. Il y a même un peu de dilution de mémoire sur Amazon, surtout pour l'actionnariat salarié. Donc là-dessus, ça joue contre vous, malheureusement, si vous êtes actionnaire. Bon. Ceci étant dit, Amazon, je trouve que c'est encore correct à ce prix. C'est un peu cher, mais il y a de la croissance quand même en face. Donc, si vous la regardez sur le long terme, il n'y aura pas de souci. J'en profite pour vous rappeler que si vous cherchez des supports d'investissement passifs, ETF, crypto, vous pouvez télécharger mon portefeuille en cliquant en haut à droite de l'écran. Et on reprend tout de suite l'analyse. Alors, Alphabet, 2 trillions de dollars de market cap, 16,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc toujours une croissance soutenue. Et là, les multiples sont plus bas comparé à Amazon. Donc soi-disant, l'IA va disrupter le search et donc va manger le business principal d'Alphabet. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Le multiple de VE sur EBITDA, il se rapproche du niveau raisonnable de 12, donc c'est pas si cher. On est à 19 en ratio court-bénéfice, 28 en ratio court-free cash flow. Attention qu'il faut retraiter quand même des stock-based compensation qui, du coup, doivent être retirés des free cash flow et évidemment, c'est pas pris en compte dans les screeners. Donc, bon. Sur Alphabet, on est de toute façon encore consommateur de cash flow. Donc, le multiple qui est plus intéressant, c'est les bénéfices. On est à 19 en ratio court-bénéfice. Bon. C'est pas si cher payé que ça, je trouve. Pour la croissance qu'il y a en face et pour la qualité qui est très bonne. 26,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Donc, on est cash net. 0,5% de rendement du dividende, c'est pas très généreux, mais les rachats d'actions sont assez copieux. On est à 3,5 et je pense que c'est pour annuler les actions en plus, puisque on a un peu de rachat, à mon avis, pour donner aux salariés des actions, mais aussi pour diminuer le capital. Donc, je pense que ces actions sont annulées. Bon, free cash flow plus bas que les bénéfices nets, mais le payout ratio est très bas, 9%. Donc, on a les moyens de cette politique de rémunération d'actionnaire. Donc, Alphabet, pour moi, c'est encore valable à ce niveau-là. C'est intéressant. Meta Platforms, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 1,7 trillion de dollars de market cap. Alors, les multiples sont... Bon, c'est un peu plus cher qu'Alphabet, mais ça va encore. On a 18,7. Bref. En VE sur EBITDA, 27 en ratio court-bénéfice. Ouais, bon, c'est limite. On pouvait l'avoir un peu moins cher quand même. Meta. Là, ça devient un peu trop cher maintenant. Rendement des capitaux investis à 27,3. Donc, très bonne qualité, comme toujours, évidemment, pour les GAFAM. On est sur du cash net, 0,3% de rendement du dividende. Donc, pas beaucoup de dividendes, mais ça fait pas longtemps qu'on en verse non plus. 2,8% de rendement d'actionnaire. Donc là, pareil, il faut voir, est-ce que c'est pour donner aux salariés ou est-ce que c'est pour annulation ou les deux. Et cette politique de rémunération d'actionnaire est soutenable à ce niveau. Donc, Meta, malheureusement, maintenant, c'est un peu trop cher. Broadcom, dans les semi-conducteurs, on est à 1,2 trillion de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, une bonne croissance. C'est le secteur qui veut ça. Les multiples de valorisation sont exorbitants, 44 en VE sur EBITDA, 121 en ratio co-bénéfice et 59 en ratio co-free cash flow. Donc là, il n'y a pas du tout de marge de sécurité. Il faut, au moins à mon avis, avec des niveaux de valorisation pareils, garder l'action 10 ans pour être sûr de ne pas avoir de problème. On a un rendement des capitaux investis à 11,4%, 1,7 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc il y a un peu de la dette quand même sur le dossier. Bon, c'est pas un niveau inquiétant non plus. 0,9% en rendement du dividende, donc c'est pas très généreux. 1,3 en rendement d'actionnaire, avec des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. C'est plutôt apparemment une société qui dégage du flux parce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc bon, pas mal.
Ensuite, on est sur Berkshire Hathaway. Donc ça, là, ça analyse un peu séparément, enfin pas comme les autres, hein, c'est une société financière du coup, 1 trillion de dollars de market cap. La croissance du chiffre d'affaires, ça va être la croissance des participations. Donc 8%, c'est pas si mal. Alors, le multiple de PE à 13,1, c'est pas si cher, mais pour une financière comme Berkshire Hathaway, on veut un PE en dessous de 10. Donc là c'est pas, il n'y a pas de marge de sécurité. Et on veut aussi une décote sur actifs tangibles. Et là, non plus, on a 2 fois les actifs tangibles. Bon, après, Berkshire Hathaway, vous l'aurez jamais, jamais, jamais sur ces actifs tangibles. Mais bon, vous pouvez l'avoir moins cher que ça en tout cas. On est sur un rendement des fonds propres à 13,2%, ce qui est correct. Pas de dette au bilan. Pas de dividendes versés, ils n'ont jamais versé de dividendes, sauf une fois, une année, quand Warren Buffett ne prêtait pas garde. Il n'y a pas de rachat d'actions non plus parce que Warren Buffett sait que le cours est surévalué et donc il rachète lui tactiquement quand on est décoté par rapport aux actifs, aux capitaux propres. Donc bon, là il ne rachète pas. Et donc signaler sur Berkshire Hathaway, Warren Buffett a pris sa retraite, donc la relève sera prise l'année prochaine. On est sur un dossier qui est trop cher, hein, donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de Berkshire Hathaway. Ensuite, Tesla. Tesla, le dossier spéculatif de ce top 10. On est sur l'automobile qui se veut logiciel, soi-disant, avec la voiture autonome. Bon, ça reste à prouver. 944 milliards de dollars de market cap, 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais sauf que sur l'année 2024, il n'y a plus de croissance. Des multiples, je ne comprends pas. Mais là, ça montre qu'il y a vraiment une secte autour de Tesla, hein, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter à des multiples pareils. C'est quand même assez incroyable. Rendement des capitaux investis, 6,2%, très médiocre. On n'a pas de dette sur le dossier, mais on a de la dilution en fait. Donc ils se financent maintenant en limitant des actions. Bon, Tesla, franchement, il n'y a aucun intérêt à aller sur ce dossier avec un niveau de valorisation pareil. C'est beaucoup trop cher. Ensuite, on retrouve Walmart, donc le géant américain de la grande distribution, 784 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires, en rythme annualisé sur 5 ans. Là, c'est plutôt de la croissance externe, hein, c'est trop mature pour qu'il y ait de la croissance organique. Bon, les multiples sont chers, hein, 18,4 en VE sur EBITDA, 42 en ratio court-bénéfice, 58 en ratio court cash flow. Ça, c'est vraiment beaucoup trop cher hein, pour une maturité, pour un secteur qui ne bouge plus. Vous avez vraiment une capture investie à 15%. Bon, c'est quand même correct. Après, c'est pas très intensif en capital hein, comme business, donc c'est normal qu'on ait une rentabilité assez élevée. Un endettement à 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas très endetté, ça va. 1% de rendement du dividende, c'est pas très généreux. Ils peuvent monter le payout ratio. Hein. Quoique les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc peut-être pas en fait. Peut-être pas. Bon. Walmart, grande distribution qui se traite à un PE de 42, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Là-dessus, vraiment à l'écart. Qu'est-ce qu'on garde dans ce top 10? Je pense que je me répète entre chaque top 10, mais je ne garderai que Alphabet si vous faites de la croissance. Enfin, si vous faites de la croissance à prix raisonnable, on peut prendre Alphabet. On peut prendre à la limite, à l'extrême limite, Meta Platforms. Après, si vous faites de la croissance pour du long terme, vous pouvez prendre Amazon, Nvidia, Microsoft. Apple, absolument à l'écart. Broadcom, absolument à l'écart. Berkshire Hathaway, à l'écart plutôt. Tesla, vraiment plus que jamais à l'écart. Et Walmart, à l'écart. J'espère que cette revue du top 10 américain vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.